En 40, les pacifistes comme Jean Renoir entrent en résistance au bord des piscines californiennes. Tous ceux qui restent travailler en France sous la collaboration allemande se compromettent, eux, aux yeux des générations futures. Ces femmes qui ramassent les détritus, parce que ce sont des détritus qu'elles vont manger après. La Propagandastaffe bloque toutes les diffusions américaines durant 4 ans sans pour autant réussir à imposer le cinéma nazi au public français. Les franchouillards n'ont pas le courage de fuir Los Angeles, mais n'auront pas le cœur à se complaire devant les films teutons. Claude Autant-Lara, le réalisateur de la mythique Traversée de Paris, dira que c'était une période bénie pour le cinéma français, limité dans ses moyens, sous tutelle artistique, mais jouissant d'un protectionnisme absolu, plus aucune concurrence, 85% de part de marché minimum. Le régime occupant impose des films au sujet léger ou des adaptations d'œuvres littéraires anciennes afin d'éviter toute représentation de l'actualité au cinéma. Si les réalisateurs parisiens glissent subvertissement des messages patriotiques qu'applaudissent les salles, Salaud, il nous aura bien passé dessus. Qui c'est celui-là? Je connais pas, on sait pas quelqu'un du pays. c'est la confrontation du spectateur avec ces adaptations du roman du patrimoine qui suffit à lui rappeler la nécessité de voir sa culture française perdurer. C'est quand l'autre s'impose chez nous qu'on se rappelle de qui on est. Aujourd'hui, certains croient qu'il n'y a plus de culture française. C'est pourtant elle qui résiste à la Propagandastaffe quand les armes ne suffisent plus. Dans les derniers mois de cette violente période, sort le film le plus doux et abouti de 1944. Le ciel est à vous a pour héroïne une épouse et mère de famille devenue pilote d'avion avec la complicité de son mari aimant. On peut bâtondir corps et savoir tenir un ménage. Ah, moi je fais toujours la cuisine chez moi. Ouais. Même je me demande, vous savez comment ils font en ce moment à la maison. Il doit y avoir un désordre. Cet idéal pétiniste que réalise brillamment le communiste Jean Grémillon personnalise l'équilibre entre le dépassement personnel, les valeurs familiales et les plaisirs simples. Accessoirement, Le ciel est à vous clôt la parenthèse vichiste. Dès 1946, les films sur les faits de gloire résistants inondent les écrans. Les témoignages directs d'une génération de réalisateurs émergent en mettant en scène les décombres de cette France bombardée, utilisant le matériel militaire abandonné par les nazis. René Clément tourne La bataille du rail dans les premiers jours de la libération. Le film fascine 5 millions de spectateurs 8 mois après l'armistice. Aucun décor, juste des acteurs perdus dans les ruines françaises. C'est Soldat Ryan sans le carton de pâte. Le réalisme si cher à la gauche d'avant-guerre prend 3 ans durant la forme de l'héroïsme et du spectaculaire. Jusqu'à fin 48, le cinéma français voit triompher Le Père Tranquille du même René Clément, Mission Spéciale, qui est le plus gros succès de l'année 46, Le Bataillon du Ciel et La Bataille de l'eau lourde font 8 et 5 millions d'entrées. La France se retrouve enfin au cinéma devant ses héros. Le cinéma résistant de ces années d'après-guerre, ignoré depuis par la critique, témoigne de cet héroïsme que les générations suivantes s'efforceront de ridiculiser un peu plus tard, jusqu'à faire oublier ces héros nationaux et limiter la France de l'occupation à des pleutres franchouillards, sauvés par des djihad à la mâchoire carrée dont Hollywood inonde les écrans en cinémascope. La parenthèse héroïque française aura été courte, de 45 à 48. Dès le début des années 50, l'archétype du jeune français s'incarne dans les personnages fuyants de Daniel Gélin en rupture avec tout ce qui l'a précédé, n'aspirant qu'au voyage et à la fête. Moi, je m'en vais. Je quitte le domicile de mon père. Mais c'est complètement fou, qu'est-ce qui se passe? L'épique impressionniste des années 20 semble très très loin, le Moyen-Âge. L'homme brutal et tourmenté de Gabin est oublié, le héros de guerre est rejeté. On aspire au jazz, au rock, au chewing-gum, on veut ressembler aux Yankees. Et puis je cherche. On donne rendez-vous à des filles en plein après-midi. Ou on joue de la trompette dans un jazz au quartier latin. Attention, tu vas l'abîmer. C'est tout de même grâce au jazz que je paye mes costumes et que j'ai de l'argent de poche. Tiens. Cigarette américaine. Non, je te remercie. Je fume du Grimm, ça me suffit. On méprise le père, de plus en plus représenté en raté mesquin, sans passé ni avenir. Si mes frères travaillent avec toi à l'usine, c'est que ça leur plaît. Moi, mon destin est ailleurs. Au milieu de cette américanisation des années 50, les Français ont perdu une bataille mais pas la guerre. La génération des années 30 revient, blanchie, vieillie, grossie, titubante, mais debout. La génération humiliée de Gabin et Fernandel, celle injustement accusée de compromission sous l'occupation, prépare son grand retour. Je n'ai pas voulu intervenir tout à l'heure. Intervenir Mais je vous assure, vous ne devriez pas. Les sévices corporels... sont une méthode d'éducation immorale et dépassée, je sais. Je ne comprends pas. Ils comprennent très bien, eux. Elle va dire ta messe.
Les vieux réacs s'incarnent sous les traits des grandes gueules usées et meurtries pour Gabin, du curé anticommuniste chez Fernandel, et balayent la jeune génération américanisée sans pour autant déloger le Yankee de son piédestal. Mais c'est aussi dans ces années-là qu'une nouvelle fois, l'exploration du patrimoine historique et littéraire français réunit le pays autour d'œuvres fédératrices à gigantesque succès. Les adaptations de Victor Hugo, de Zola, de Dumas triomphent avec des box-office à faire pâlir d'envie les super-héros américains des années 2010. Ce patrimoine français, source inépuisable de héros fondateurs, offre plus de 15 ans de triomphe à Pathé Gaumont à partir de 1945 et incarne ce trait d'union entre le 19e, siècle du roman national, et le 20e des années 50, américanisé par sa jeunesse. Pendant ce temps, pour satisfaire et en même temps concurrencer cet élan national, Hollywood adapte des œuvres francophiles. Les Jules Verne, Jeanne d'Arc, D'Artagnan, les Pierre Boulle en priorité quand Disney pille les contes de Charles Perrault. Ironiquement, ceux qui 50 ans plus tôt s'abreuvaient de nos westerns nous taillent des costumes de mousquetaires dans la cape de Superman. Parallèlement, durant toute cette période de l'après-guerre à la fin des années 50, la sape de l'héroïsme français est triple. C'est d'abord la jeunesse française qui n'a Dieu que pour l'Amérique et ses héros assumés. Ça donne soif. Hé, mollo, je suis fauché, moi. Moi, je paye un drink. Avec quoi? J'ai vendu le smoking de mon père. C'est ensuite les communistes français qui préfèrent les valeurs de l'Union soviétique, leur pays de cœur, aux figures du roman national. C'est de partout, vers Paris, que va l'amour pour Staline. Les ouvriers ont passé 300 heures à fabriquer avec application un cadeau pour Staline. 300 heures de repos converties en fatigue. 300 heures plus précieuses qu'un diamant pour leur maître. C'est enfin la droite française qui détourne le regard, accusée de fascisme par les uns, de ringardisme par les autres. La droite, plus que jamais culpabilisée au sortir de la guerre par l'idée même de l'exaltation de la puissance et ses accointances avec le nationalisme nazi. Je ne suis pas responsable des événements. Les Français sont un peuple de plus en plus fragmenté, réuni occasionnellement au cinéma par quelques figures héroïques puisées dans son passé. Encore une fois, le cinéma français, dans son mode de production comme dans ses films, exprime les enjeux du pays. Il faut tout de même noter quelques exceptions à ces fragmentations. Quelques années plus tôt, sous le régime hitlérien, certains communistes avaient rejoint les rangs de la résistance gaulliste au cœur même de la Continentale. Dans cet Hollywood nazi créé par Goebbels à Paris entre 1941 et 1944, était centralisée la production cinématographique française sous l'occupation. Pendant ces années de guerre, les communistes français qui espéraient pourtant voir renverser le pays par l'Union soviétique avaient choisi pour un temps de s'associer à la droite gaulliste dans une union nationale, plutôt que de laisser le cinéma français aux mains des Allemands. À la Libération, tout sera prétexte au règlement de compte, y compris dans le cinéma. L'occasion d'évincer l'adversaire d'hier n'est pas tempérée par la brève union des années de guerre. Les personnalités cinématographiques les plus à droite qui avaient réclamé l'ordre avant-guerre se verront reprocher le désordre de celle-ci par les comités d'épuration qui les condamnent quasi aussi systématiquement que sont innocentés les camarades rouges, pourtant compromis dans la collaboration des premières heures. Plutôt que de continuer de cette union nationale cinématographique des années de guerre, qui aurait pourtant été salvatrice face au débarquement de films américains en 1945, ces comités d'épuration viennent saboter le dynamisme du cinéma français en interdisant à tant de figures du bord politique adverse de travailler. Clouseau en tête, dont ils emprisonnent d'ailleurs la star Ginette Leclerc pour la relâcher après 8 mois en reconnaissant que le dossier était vide. Au final, c'était toute la France humiliée qui baissait la tête, et la jeune génération de Daniel Gélin qui reniait ses pairs pour s'évader dans le rêve américain. Les derniers mois des années 50 clôturent cette trouble parenthèse d'union nationale ouverte sous l'occupation. Un vieux résistant communiste de la première heure, aussi brillant que le chanois, travaille avec un vieil anarchiste de droite comme Gabin pour tenir la dragée haute aux productions américaines. Ensemble, ils réunissent 10 millions de Français autour de l'adaptation des Misérables. 10 millions de spectateurs quand la France était d'un tiers moins nombreuse qu'aujourd'hui, c'était un phénomène de société majeur qui rappelait aux Français leur culture commune. Une résistance des vieux de la vieille à ce travail de sape promu de l'intérieur par cette jeunesse américanisée du rock'n'roll qui préfère désormais s'appeler Johnny que Jean. Allez, viens, on va danser.